Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été officiellement installé ce vendredi par le Premier ministre comme ici l'homme Classou. C'est le sujet que nous évoquions tout de suite avant la pause et on continue d'en parler un tout petit peu. Zana, vous évoquez donc les contraintes de oui, je disais qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas les moyens peut-être d'ouvrir 77 ambassades dans le monde. Donc, on comprend naturellement. 21, je crois. Voilà. Donc, on comprend aisément qu'il fallait s'appuyer sur des personnes ressources. C'est pourquoi je crois en l'efficacité de cette méthode, parce qu'au Maroc, les Togolais l'ont pendant longtemps expérimenté. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas matière à politiser. Quand vous avez besoin, vous perdez votre passeport, vous perdez une pièce d'identité, vous avez besoin de renouveler, vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que tel-ci, il est de ci, est-ce que tel-ci vaut ça? Non, vous avez en face de vous quelqu'un qui peut faire ce travail-là et il le fait, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, je ne pense pas qu'il y a un risque qu'une coloration politique puisse empiéter sur le travail, la mission assignée à cette déléguée. Il faut juste qu'ils fassent leur travail et point barre. C'est les Togolais de l'extérieur qui ont à y gagner. Je pense qu'il faut bien lire les missions assignées à la diaspora, aux délégués pays élus pour le compte de la diaspora, pour comprendre leur mission et vraiment dissocier cette mission de toute tendance politique. D'ailleurs, ceux qui sont de la diaspora et qui font du bruit politique, ils sont combien? Ils sont combien? On les compte au bout des doigts. Ils sont combien? Mais ils arrivent à se faire entendre? Bien sûr, ils se font entendre, mais lorsqu'on leur demande de poser des actes selon leur engagement politique, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils pèsent réellement. Mais ils auraient dû, au lancement de ce processus, s'imposer, se faire élire et d'imposer leur vision. Puisque, après tout, c'est de ça qu'il s'agit, en fin de compte. Il faut tenir compte du point de vue des Togolais qui ne vivent pas au pays, dans l'orientation politique de leur pays, dans les décisions politiques de leur pays. Mais lorsqu'ils ont pris soin de s'éloigner de ce processus, je ne sais pas à quoi ils servent encore. Et puis, la mission des délégués pays, ce n'est pas du tout politique, pas du tout. Il faut aider les Togolais de l'extérieur dans leur démarche administrative pour obtenir les papiers dont ils ont besoin. Il faut les écouter dans les difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés, mais aussi, il faut être le relais des apports possibles de la diaspora vers le pays. C'est des centaines de milliards de cette fois qui arrivent chaque année au Togo. Mais de quelle manière et à quelle fin? Il y a beaucoup de Togolais qui ont besoin d'investir. Ils ont besoin de bien connaître le cadre économique de notre pays, de suggérer des mesures à prendre pour faciliter les investissements, sécuriser leurs investissements. On a besoin de tout cela. Alors ça, ce n'est pas politique. Ce sujet que le ministre Doucet a touché dans son discours, il a dit, je cite juste une petite partie, le travail de la diaspora désormais est de contribuer à la réussite du programme national de développement. On a toujours l'impression que l'idée de vache à lait que constitue la diaspora n'est pas très loin de ce qu'on organise là. Bien sûr, l'idée de vache à lait, nos frères qui vivent à l'étranger ont toujours été des vaches à lait pour leur pays, pour leur famille. Ils apportent toujours, mais ils auraient souhaité, en tout cas nous avons échangé avec beaucoup d'autres dans le cadre de notre organisation de la société civile. Je veux parler du collectif des jeunes pour le développement. Entre parenthèses, nous avons lancé le mois de la diaspora africaine constructive. Donc, ce sont des activités, c'est une activité vraiment importante pour impliquer davantage l'apport de la diaspora dans le développement du pays. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai, nos frères qui vivent hors de nos pays, nos frères et sœurs, bien sûr, apportent suffisamment à leur famille. Mais alors, est-ce qu'il faut toujours apporter et servir toujours aux menus besoins, ou bien il faut investir, créer, si possible, des entreprises pour créer de l'emploi et sortir leur famille de la précarité? C'est le plus important au fait. Comment le faire? Il faut les aider. Eux, ils sont là de l'autre côté. Il faut créer un cadre
pour leur permettre d'investir en toute sécurité. C'est l'un des aspects importants de l'institution au Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est très important, c'est un outil très important. Ceux qui n'ont pas encore compris, moi je suis sûr que lorsque ils vont voir ces délégués pays travailler avec les autres Togolais de l'extérieur, eh bien, ils vont s'aligner et à la prochaine élection, vous serez surpris. C'est d'ailleurs maintenant que le recensement pour les élections sont en train de se faire dans les pays hors du pays. Donc, je ne vois pas le lien entre HTE et les ambitions politiques, quelles qu'elles soient. Il appartient aux nouveaux délégués de se mettre eux-mêmes véritablement au travail et au service des pays dont ils sont les délégués pour aider nos frères de l'étranger à résoudre les problèmes matériels auxquels ils sont confrontés là-bas. Je continue de maintenir Sans que... parti pris, bien sûr. Voilà. Il leur revient, je le dis, de faire un travail qui va permettre de soigner l'image ou la perception que les gens ont de cet appareil-là. C'est très important. Et puis, au niveau de du moins la diaspora que je connais, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs façons de s'organiser au niveau de cette diaspora-là. Et comme le disait mon frère tout à l'heure, parlant du Maroc, c'est parce que ce sont des Togolais. Ils se sont organisés. Oui. Donc on ne peut pas dire que toutes ces années-là, ils ne se sont jamais organisés. Ils se sont toujours organisés. Oui. Maintenant, je l'ai dit, la couleur politique, si cela transparaît dans l'action, ça va saboter la mission, si tant est que cette mission est d'autre nature. Donc, quand on prend par exemple la diaspora, on dit, je l'ai dit tout à l'heure, 2 millions, environ 160 000 passent au vote, c'est qu'il y a un problème. De l'autre côté, n'oubliez pas que sur le plan politique, il y a eu pratiquement des manifestations, il continue d'en avoir dans tous ces pays-là. Donc on peut tout de suite déduire pour l'observateur de loin que ceux qui se sont inscrits dans la dynamique appartiennent à. C'est en cela que je dis, c'est un travail beaucoup plus, je dirais, c'est un chantier qui est beaucoup plus ouvert à ces messieurs-là pour amener les gens à dire « Ah d'accord, donc c'est nous qui avions mal vu ». De l'autre côté, moi j'ai lu, il y a par exemple, là, au niveau de la diaspora, on a doigté des gens qui seraient de moralité douteuse. On a parlé, il y a eu des commentaires un peu partout que chacun a lu, ce n'est pas moi qui... Voilà. Donc, je crois que c'est un travail qui mérite d'être fait à ce niveau-là. Et de l'autre côté, lorsqu'on rattache le travail immédiatement au PND, et surtout que la création ou la naissance du HCTE n'est pas trop loin de la mise sur orbite du PND, là aussi, ça peut également poser problème parce que vous ne pouvez pas vouloir l'argent des gens sans mettre les gens dans une, comment dirais-je, dans des conditions qui vont leur permettre de se mettre en confiance pour vous accompagner. D'accord. Samuel, si vous permettez, cette maladie, je crains qu'elle ne soit spécifiquement togolaise. Parce que là, au Togo, lorsque vous prenez une initiative, on vous colle une étiquette, à vous de vous battre pour démontrer que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Mais ailleurs, où les mentalités ont évolué, eh bien, on vous regarde faire. C'est lorsque vous commettez une erreur liée à votre tendance politique ou quoi que ce soit, qu'on vous reproche ce qui est mauvais. Mais ici, je vous donne un exemple terre à terre. Il y a un centre de formation professionnelle qui est créé dans une ville très proche de Lomé. Et on empêche les jeunes d'aller se faire former, que ce centre-là est créé par les gens du pouvoir. Donc, aller se faire former, c'est une façon de soutenir le parti au pouvoir. Vous comprenez cette bêtise? C'est de la bêtise. C'est la bêtise togolaise. Elle est typiquement togolaise. Et vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, sur un autre point, beaucoup disent que quand vous prenez, peut-être vous qui avez fait vos études à l'étranger, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, que quand les Togolais vont à l'étranger, il y a un problème qui est peut-être congénital, c'est qu'ils n'arrivent pas à être ensemble. Je suis d'accord. Vous savez, quand moi je suis venu au Maroc, j'ai plus fait avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils m'ont beaucoup plus introduit dans le pays.
que les Togolais, parce que nous avons cet individualisme-là, quand on est à l'extérieur, c'est vrai que ceux avec qui j'étais proche, c'est parce qu'on était Togolais, on avait une même formation technique, on était 5 comment dit-on, par le hasard, à être de la même école. Et c'est là où on était vraiment obligé d'être ensemble. Sinon, le reste, bon, chacun est dans son coin, chacun se débrouille. Donc, je ne sais pas si c'est congénital, mais c'est vrai. Dès qu'on est à l'extérieur, mais c'est chacun pour soi et Dieu le pousse. Et je sais que si on a été obligé à un certain moment de s'organiser au Maroc, c'est parce que, mais on sait que naturellement, chaque année, il y a un accompagnement de l'État qui arrive. Donc vraiment, il fallait qu'on soit organisé pour que vraiment on puisse suivre les choses de près, etc. Donc je confirme cette approche-là. Mais moi, le plus important sur, comment dit-on, l'intégration de la diaspora dans le développement du pays, j'aurais aimé, par exemple, qu'une certaine priorité soit donnée à l'investissement togolais, et notamment dans les processus de privatisation. Vous savez, récemment, on a eu la privatisation de Togo Télécom. J'aurais aimé, en tant que Togolais, qui est peut-être, ne serait-ce qu'un petit quota réservé au privé national togolais. C'est un truc comme on a fait pour la Française des Jeux. Voilà, quelque chose comme on réserve 20% à l'actionnariat togolais. Vous avez actuellement le processus de privatisation de l'UTB, de la BTCI. Mais nous avons quoi au Togo? Nous avons des banques qui sont burkinabés, vous avez, je parle de Coris Bank, vous avez la Société Générale française, vous avez la BIA marocaine, Banque Atlantique marocaine. Mais pourquoi ne pas intégrer, ne pas associer, ne pas privilégier un actionnariat privé togolais pour reprendre la BTCI et l'UTB? Donc je crois que c'est ce genre de chantier-là qui peut vraiment associer les Togolais de l'extérieur à investir dans notre pays. Lorsqu'il y a, comment dit-on, ces opportunités, il faut que ça soit ouvert à tous. Lorsqu'il y a ces possibilités au niveau des compétences dans les sociétés d'État de haut niveau, il faut que je sais pas, le ministère des Affaires étrangères, à travers le ministère de l'Emploi, puisse faire des prospections pour aller rechercher les meilleurs profils dans ces pays. Dernière question sur le sujet. Comment on guérit cette maladie congénitale dont on parlait, où les Togolais, une fois à l'extérieur du pays, n'aiment pas rester ensemble? La méfiance, on est venu de très loin. Je l'ai dit, la guérison, ou ce qu'il faut, je dirais, il faut juste qu'on puisse aujourd'hui permettre aux Togolais de ne pas avoir peur d'être Togolais, en améliorant la gouvernance, en essayant de recadrer la politique, parce que tout est parti de là. Prenez par exemple, des gens sont partis, la plupart de ceux qui sont au niveau de la diaspora, ils ne sont pas partis parce qu'ils se sont rassasiés et ils ont dit, nous allons aller voir de l'autre côté. En 90, il y a eu beaucoup de départs du Togo et dans des conditions qu'on connaît. Et après 90, voyez vous-même la dernière fois, parce qu'il faille jouer à la loterie Visa, vous avez vu la queue qu'il y a eu. C'est parce que j'ai comme l'impression que les gens se sentent dégoûtés de leur pays. Alors il faut restaurer aujourd'hui le Togolais. Il faut l'amener à avoir confiance en soi. Et pour ça, il faut déjà que les gens n'aient pas peur, par exemple, d'investir dans leur pays. Ouais. Il faut soigner le climat, pas sur papier, mais dans les pratiques. Il faut déjà que lorsque le Togolais ait confiance, par exemple, en sa justice, il faut que le Togolais ait confiance en son gouvernement et pouvoir dispatcher ou départir le gouvernement du parti politique.
C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des pays comme le Mali, par exemple, il y a des structures qui ont été mises en place par la diaspora malienne. Parce que les gens se sont organisés, ils coordonnent leurs investissements, ils les envoient pour bâtir tel établissement, telle école supérieure, tel centre, ainsi de suite. Vous allez au Ghana, les gens s'organisent pour ça. Et pourquoi au Togo, par exemple, je vous assure que si vous voyagez, vous rencontrez des Togolais, on vous dira tel est Togolais, vous n'allez pas croire parce que ce sont des gens qui ont le moyen. De l'autre côté, il faut guérir le mental du Togolais. Tu es à l'extérieur, le peu que tu trouves, tu envoies à ton frère ici sur place. Ne serait que vendre des trucs au port, il se soigne et son plan, c'est de te détruire. Donc, c'est un problème social sur lequel s'offre la politique et la politique de diviser pour régner s'installe de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit, tout de suite, quand on a catégorisé le HTCE, vous avez vu que sur environ 2 millions, on ne peut même pas, moi je ne peux pas fermer mes yeux là-dessus. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et si on veut guérir ce mal, il faut aujourd'hui dépolitiser le Togolais. La mentalité. Dernière question, c'est vrai. S'il vous plaît, il faut faire noter, il faut faire comprendre que la diaspora togolaise n'est pas née en 1990. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, je rappelle. Bien sûr. Massif. Bien sûr, je dis bien, la diaspora togolaise n'est pas née en 1990. Elle existait et elle vivait en harmonie. Et partout où le passeport togolais était présenté, on n'avait pas besoin de contrôle. Mais à partir de 1990, comme Ahligo le dit, des gens se sont investis dans la mission de détruire l'image de leur pays, de se détruire eux-mêmes. Quel résultat vous voulez obtenir? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et il faut maintenant colmater les brèches pour restaurer l'image du pays, redonner la fierté aux Togolais d'être Togolais, de brandir partout leur drapeau togolais. C'est très important. Et encore que sur les 1,5 million de Togolais qui résident à l'extérieur, il n'y a qu'entre 10 000 et 15 000 qui sont partis pour des raisons politiques. Voilà. Ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Et d'ailleurs, c'est les statistiques donnent 10 000 et 15 000. Beaucoup ont menti sur les raisons de leur départ. Figurez-vous bien, lorsque un Togolais a organisé une rencontre pour dénoncer le régime de vouloir l'assassiner, ayant déjà assassiné ses parents, eh bien, quelqu'un d'autre s'est investi à transporter son père en Allemagne et, séance tenante, il a fait rentrer le papa dans la salle et le papa a posé la question à son fils, quand est-ce que tu m'as tué? D'accord. C'est comme ça les Togolais sont partis. On va dire un mot sur le dernier sujet, c'est le début de la révision des listes électorales au niveau du Togo ici. Elle a commencé aujourd'hui, cette révision des listes électorales. Au niveau de la diaspora, dans les 6 pays où les Togolais pourront voter, c'est un recensement électoral qui se tient dans ce pays. Un mot sur la journée, Zana? Oui, bon, moi, j'ai entendu des choses qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. C'est-à-dire? Je crois, je ne sais pas si c'est à Tchévier, les kits sont arrivés à 15h. Après, il fallait fermer les bureaux de vote à 16h30. Et un peu, c'est ce qu'on entend ici et ailleurs. Mais sur le plan de... Il y a aussi eu plein d'endroits où ça a très bien marché. Oui, mais par exemple, je crois, si c'est à Dakpamé ou bien qu'il y a un centre où c'était un seul kit qui d'ailleurs ne répondait pas. Et les gens étaient furieux que juste un peu avant 16h, on décide d'arrêter le processus d'enrôlement. Alors que vous savez combien la densité est très forte dans ces quartiers qui sont vers Baie et autres. Non, moi je crois que les choses sont mal parties. Et ce sont ces soucis, ces couacs techniques qui découragent les gens. Vous imaginez si moi, je me permets de sacrifier mon travail, je viens perdre 1 heure, 2 heures de temps sans me faire enrôler, mais
Demain, moi, je me dis, me faire enrôler, ce n'est pas une activité qui me rapporte de l'argent. Et c'est ça même qui cause. Permettez-moi. On va juste faire un seul tour de table sur ceci, puisqu'on a perdu beaucoup de temps sur le sujet de la diaspora. Rodrigue Aligo. Non, je partage l'avis de mon frère. C'est comme s'il avait fait. Moi, j'ai pratiquement fait un grand tour aujourd'hui dans les lacs, avant de descendre tout à l'heure et venir ici en studio. Je vous avoue que dans la préfecture de Vaud, jusqu'à les 75 kits sont arrivés à 17h21 pour être convoyés vers cette nuit, 17h je dis aujourd'hui. On n'a pas pu travailler dans la zone de dans le golfe 5, là aussi il y a eu un peu de soucis par endroit. Et le 4, le 5 c'est non, c'est 6. Les autres Gakli, ça c'est 6. Non, Gakli, c'est à Bouka, c'est le 5 là. Oui, c'est 5. Voilà, 5. Dans la zone de Gakli. Quand tu quittes Gakli, tu vas dans la zone de Sabado, dans le golfe 7. Ça, c'est 7. Oui. La plupart des kits déployés ne répondent pas. C'est ça. Ne répondent pas. Il y a un centre dans lequel il y a de l'affluence. Les OPS, les opérateurs sont là. Mais le kit en question en panne, on sollicite le technicien qui ne sera jamais là jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Bref, on n'a pas le temps, mais il faut relever quand même que c'est mal parti. Absolument. Pour 3 jours, je ne sais pas. Quand je quittais encore dans le palais royal de Hétiavi, je ne sais pas si vous connaissez là-bas, dans la zone d'Aklakou, un peu au-dessus d'Aklakou, les kits ne sont pas arrivés. Et selon mes informations, le chef canton aurait même téléphoné au préfet pour lui dire les kits ne sont pas arrivés jusque-là. Et il y a 30 villages environ qui vont être, je dirais, qui sont concernés par l'opération et les kits ne sont pas. Ça veut dire que c'est peut-être demain midi. Si on sait que c'est aujourd'hui, ça commence, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut faire le déploiement? C'est la grande question. Vous avez pu remarquer aujourd'hui? Oui, pour aujourd'hui, je pense qu'il y a eu dans beaucoup de zones des problèmes de déploiement, de retard de déploiement des kits pour la révision des listes. Mais pour la préfecture de Vaud, dont parle Rodrigue, je mets du doute parce que j'ai eu contact avec la même zone où les kits ont été initialisés hier et déployés. S'il y a quelques centres qui n'ont pas reçu, peut-être ça peut exister. S'il y a eu insuffisance du point de vue numérique, c'est possible. Mais dire que les kits sont arrivés dans la préfecture de Vaud à 17h, je dis c'est faux. Puisqu'il y avait un système de suivi, une plateforme où les responsables devraient communiquer sur l'arrivée des kits, leur déploiement, l'arrivée des techniciens, des opérateurs de saisie, ainsi de suite. Et dans la préfecture de Vaud, je m'inscris en faux parce que les techniciens et le matériel était là. L'initialisation a été terminée hier. Oui, c'est terminé, ça ne veut pas dire que c'est déployé. Je dis je reviens de là, hein. Je maintiens. Je peux vous parler. Je parle de la. D'accord. Je parle de vous. C'est la même chose. Oui. J'ai dit, je peux vous montrer sur la plateforme le rapport qui a été envoyé. 75 kits ont atterri à 17h21. Si je peux évoluer, il y a eu retard dans certaines zones, c'est vrai, et je pense que la CENI en tiendra compte pour le temps réservé pour la révision. Probablement, ils pourront proroger le temps le nombre de jours, probablement, s'il y a de l'affluence. Au même moment, bien sûr, si par exemple, pour cette journée, on considère que ça n'a pas bien marché, donc il faut ajouter 24 heures. On verra s'il y a de l'affluence. Au même moment, dans les centres où les kits ont été déployés, dans beaucoup de centres, il n'y avait pas de candidats. Il n'y avait pas de candidats pour se faire en relais. Mais ce qui est intéressant également, c'est que certains responsables politiques qui avaient appelé au boycott
appelle cette fois-ci pour aller se faire recenser. C'est une très intéressante histoire. Tout le monde appelle donc les Togolais à aller se faire recenser. D'ailleurs, dans son discours de lancement de la révision, le président de la Commission électorale nationale indépendante a également invité les Togolais à aller s'enregistrer. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Et une dernière chose auquel on doit sacrifier, c'est les notes. Zana Sadio, c'est sur de 1 à 10, quel fait vous a marqué dans la semaine? Vous donnez la note et vous justifiez rapidement. Moi, j'ai été surpris avec plaisir par la sortie de M. Jean Kissi, qu'il a encore réitéré sur les ondes de Canal FM. Vous lui donnez combien sur 10? Je lui donne 9,50 sur 10 pour avoir eu ce courage de reconnaître que c'était une faute de leur part d'avoir boycotté les législatives de 2018. Rodrigue Aego, quelle note vous donnez à qui et pourquoi? Malheureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas du tout. C'est votre choix aussi. Constant Lemou? Oui, je donne 10 sur 10 au président du collectif des jeunes pour le développement CJD, le maire de Agoynibé 1, M. Kobi Adam Bounou, qui a lancé le mois de la diaspora africaine constructive, qui verra au terme l'installation de la maison du savoir et des opportunités et le fonds d'investissement pour le développement à l'intention de la diaspora africaine constructive. C'est très très important. Je pense que nous sommes partis de la sensibilisation au concret et c'est un accompagnement très important pour le développement de notre pays. Constant Lemou, Rodrigue Aego, merci à vous aussi. Merci à Zana Sadio. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis.